Salut, c'est Eric Legloire du podcast The Sales Game et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois Shalom Malka, directeur des ventes pour l'Europe du Sud chez Aircall. Ça va, Shalom? Super, et toi, Eric? Ça va très bien. Commence ta journée. Donc, merci et du coup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Donc, aujourd'hui, avec Shalom, on va parler de la prospection complexe et comment il la gère en fait chez Aircall. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment t'en es arrivé là, s'il te plaît? Bien sûr, du coup, je suis Shalom Malka, comme tu l'as dit, Eric, je suis directeur commercial chez Aircall sur le Southern Europe. Alors pour la petite histoire, donc moi je viens je fais une école de commerce spécialisée en finance d'entreprise, donc rien à voir avec les ventes. Et j'ai commencé chez Aircall, donc en tant que business développeur. J'ai commencé à faire, à faire un peu tout ce qui touche à la partie business, du sales, du support, du partenariat, du product même. Et petit à petit, quand on a commencé à se structurer, j'ai récupéré donc la partie sales que j'ai développée et structurée avec l'aide de notre cofondeur SEO Jonathan Angeloff. Et du coup, euh, j'ai commencé par, euh, par être account exécutive slash SDR. Donc je faisais un peu de prospection parce que j'aimais bien ça, mais en même temps je closais des comptes sur le marché français. Ensuite, j'ai monté l'équipe sales sur le marché français, donc vraiment toute l'équipe SDR et account exécutif sur le marché français. Et finalement, depuis 6 mois maintenant, j'ai récupéré toute la partie Southern Europe, donc qui comprend donc France, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Israël et alors bizarrement le LATAM y est associé. Aussi, ok. Ok, donc du coup, quels sont selon toi les trois gros challenges dans la prospection complexe? Donc quand on dit prospection complexe, on se réfère à la prospection grand compte Mhm. et que tu rencontres ou tu as rencontré chez Aircall. Ok. Euh, donc du coup, il y a trois phases principalement que j'ai rencontrées pendant mon expérience en tant que sales et en tant que manager d'équipe sales auxquelles j'ai été confronté pour pouvoir bien vendre dans la vente complexe. La première, ça va être vraiment dans la qualification des objections. Comprendre en fait chez vos prospects, être capable de bien comprendre est-ce que j'ai face à moi une objection qui est prioritaire, qui est importante pour faire avancer mon deal, ou est-ce que c'est une objection qui ne l'est pas forcément. Et du coup, le plus gros challenge que j'ai eu à ce niveau-là, c'est donc une- être capable de dire non à une demande d'un prospect. Et en fait, on se rend compte à partir du moment où on a bien fait la qualification de l'objection, qu'on s'est rendu compte que c'était pas quelque chose qui était le plus important pour faire avancer le deal, on est capable de dire non, on n'a pas peur de dire non, et c'est pas ce qui va nous empêcher de faire la vente. Quand tu peux nous donner un exemple justement quand tu dis de dire non à un prospect? Bien sûr, ça peut être une demande de fonctionnalité. Parfois, vous allez avoir un prospect qui va venir, il va vous dire, est-ce que vous faites ça? Vous faites cette fonctionnalité. Il faut que vous arriviez à comprendre est-ce que cette fonctionnalité est un réel besoin lié à un réel besoin business derrière par rapport au problème qui vous a exposé initialement, ou alors est-ce que c'est une demande un peu idéaliste parce que le prospect a vu que sur le marché c'était la tendance c'était la tendance par rapport aux autres concurrents ou un des concurrents l'offrait. Est-ce qu'il y a un réel besoin ou pas? À partir du moment où vous avez bien assessé ça, vous avez bien évalué cette particularité-là et cette objection, vous êtes capable d'être en mesure de dire oui ou non, et vous êtes capable donc de dire non dans ce cas parce que vous n'avez pas cette Ouais. fonctionnalité. Et c'est pas grave en fait de dire non à un prospect. Ça va quand même. Vous allez comprendre qu'en fait cette fonctionnalité ne répondait pas au problème d'origine et donc ça ne va pas empêcher la vente finale.
Et justement, comment tu fais pour détecter si c'est un besoin ou c'est justement, comme tu disais, si c'est un... Parce qu'il l'a vu chez la concurrence et comment tu fais pour détecter Alors, ça? donc ça, en fait, c'est vraiment au tout début de la vente, quand vous allez commencer à faire donc la phase de découverte du besoin. Donc, il y a un certain nombre de questions que vous allez poser, questions qui doivent être bien entendu, tout l'entretien doit être naturel, doit se tenir d'une façon naturelle. Mais quand vous allez poser vos questions, vous allez comprendre un peu les différents besoins et enjeux chez votre prospect. Vous allez comprendre les impacts business de ces enjeux et de ces problèmes actuels. Et basé sur ça, c'est à vous, le commercial doit être capable donc de prendre une problématique business et d'aller la relier à ses fonctionnalités pour apporter une solution grâce à son produit. Et la vente de son produit, surtout dans ce qu'on fait dans les logiciels, c'est pas un produit qu'on vend, c'est une solution. C'est un logiciel, une solution à une réponse d'une problématique business. Et donc, c'est en faisant cette phase de découverte que vous allez être capable de bien comprendre petit à petit, garder la lucidité, plus vous avancez, plus vous dire, attendez, quel était le problème à l'origine qu'on essayait de résoudre? Est-ce que cette question que vous me posez a un impact ou pas lié à ce problème d'origine? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir bien qualifier ou pas l'objection. Ok, du coup, donc là, tu étais en train de nous dire que donc, ton premier challenge, c'était la qualification des objections, de pouvoir dire non à tes prospects. Tout à fait. Du coup, le deuxième challenge que j'ai rencontré, ça a été l'engagement du prospect à chaque étape du cycle de vente. Donc, il y a par exemple le SDR qui va initier la prise de contact. Mais ensuite, plus on va avancer. Donc, le SDR va prendre une démo pour un account exécutif. Déjà, il faut s'assurer que le prospect va venir assister à la démo, qu'on va pas avoir ce qu'on appelle un no-show. Ensuite, on fait la démo, on valide donc justement la partie intérêt et la découverte du besoin. Et la next step, généralement, c'est de faire une période d'essai, une validation du produit, validation de la solution qu'on propose au prospect. Donc s'assurer que euh, si ça passe par une période d'essai, s'assurer que le prospect va bien utiliser l'outil et la période d'essai. Et enfin, donc après, on va avoir la validation des différents critères et que on va envoyer une proposition, un devis formalisé au prospect, s'assurer qu'on va avoir un retour par rapport à ce devis et qu'on va pas juste envoyer un mail avec une pièce jointe et on n'a plus de réponse du prospect. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Ouais. Et donc du coup, dans toutes ces étapes, généralement, il y a des phases où il faut être capable d'engager son prospect et s'assurer qu'il va venir à la prochaine étape. Et donc ça va passer par des choses toutes simples. Ça va être par exemple s'assurer de fixer toujours la prochaine étape à la fin de à la fin de chaque entretien, vous allez fixer la prochaine étape. Et quand on dit la fixer, c'est pas se dire bah on se rappelle en janvier 2020, c'est on se rappelle le 3 janvier à 10 heures, je vous envoie une invitation. Et comme ça, le prospect le voit dans son agenda et il peut se préparer pour la next step en fonction de ce qui s'était dit. Donc, y a plein de petites choses qui vont permettre de faire en sorte que le prospect va vraiment être engagé tout au long du cycle de vente et qu'on va jamais le perdre. Donc, ça, c'était le deuxième challenge. Je sais pas Ok. si, ouais, J'allais c'était assez te... clair. Si, c'était clair justement, et j'allais te demander juste des petits détails. Donc tu disais, donc ça c'est un des conseils, enfin une des étapes que vous faites, donc c'est fixer la prochaine étape à chaque fin Mhm. de rendez-vous que tu as avec tes prospects. Est-ce que tu as d'autres conseils? Parce que justement, moi j'avais, comment dire, en ce moment, là j'en ai de moins en moins de soucis par rapport au no-show, comme tu disais tout à l'heure, mais justement, fixer, justement quand je fais le rendez-vous avec mes prospects, donc du coup on fixe le rendez-vous, mais on fixe aussi l'agenda du rendez-vous qu'on va avoir. En plus de ça, je leur envoie un email le jour d'avant ou la matinée en fait du rendez-vous. Mhm. Et aussi j'actualise le meeting qu'on a. Comme ça, il peut voir directement sur son agenda en fait de ce dont on va parler.
Mais même en faisant ça, des fois, en fait, j'ai des prospects qui viennent pas. Donc, est-ce que tu aurais d'autres conseils justement pour, Bien pour sûr. cette Alors en partie? fait, typiquement quand on parle d'engagement, et c'est un peu ce qu'il faut comprendre dans le complexe sales, c'est que on est dans une relation plus que de vendeur et acheteur, une relation de partenariat win-win. Donc du coup, euh, à chaque étape dans ton cycle de vente, toi tu dois prendre quelque chose du prospect, donc des informations qui vous permettent d'avancer dans le cycle de vente, mais le prospect, lui, il doit pas voir que tu lui prends des choses, mais il doit voir que tu lui donnes des choses. Donc typiquement, dans la démo, l'exercice de la démo qui est le plus connu, on parle toujours de découverte du besoin. Et donc ce qui importe le plus au commercial, c'est de comprendre vraiment le besoin en tant que tel du prospect. C'est pas du tout de partager son écran, de lui montrer la solution. La solution, il la connaît parfaitement. Ça, c'est ce qu'on donne au prospect. Et donc, c'est vraiment une relation de donnant-donnant. Donc, typiquement, dans ton cas, tu me disais pour la possibilité de gérer les no-shows, Ouais, euh, ce que tu fais de actualiser l'événement, mettre l'agenda, lui envoyer une invitation, tout ça, c'est pour toi, ouais, mais tu lui as rien donné dans cette phase-là. Donc du coup, exact. ce que tu devrais peut-être essayer, c'est donc entre le jour où tu as fait ta découverte, ta première qualification avec lui par téléphone, et les 2, 3 jours qui vont s'écouler avant la démo, eh ben, tu lui envoies un petit email basé sur vos échanges et tu lui dis, tiens, Elric, c'était un plaisir d'avoir pu échanger hier avant-hier, avec un peu de réflexion par rapport à la problématique dont tu m'as parlé de l'engagement de tes commerciaux. Ben, notre équipe marketing a sorti un article de blog, ça m'a fait penser à toi. Je te le mets ici et je te laisse y jeter un coup d'œil et on en rediscute dans tous les cas comme convenu mardi à la démo. Et en fait, là, tu lui as fait un petit email sympa où tu lui as rien demandé. Pour une fois, tu lui as juste donné une information qui pourrait lui être utile par rapport aux échanges que vous avez eus. Et ça, c'est une façon de créer du win-win. Ok, Donc, ouais, ouais. c'est vraiment ça. Et ça, ça se vaut à chaque étape du cycle de vente. Oui, comme tu disais, en plus, je pense que ça aide vraiment à engager le prospect, justement, à chaque étape. C'est pas uniquement toi justement, qui fait toutes les étapes. Là, c'est vraiment aussi toi, tu donnes à ton prospect pour que tu vois que. Exactement. Ok. Donc, ouais, c'était la question que j'avais sur ça. Et donc, du coup, après, le troisième challenge que tu as, ou que tu as Alors, le eu. troisième challenge, et c'est peut-être le plus gros parce que celui-ci dépend de vraiment euh, qu'on ait bien fait toutes les étapes du cycle de vente. Alors, en anglais, on parle de troubleshooting. Donc, c'est par exemple quand, à un moment du cycle de vente, on perd complètement le prospect. Soit on n'a plus de réponse, soit les réponses du prospect ont plus du tout de lien par rapport à la problématique dont on parlait au départ. Il se passe quelque chose où on maîtrise plus du tout notre deal et du coup on n'est plus du tout prédictif dans notre pipe. Et donc globalement c'est ce troubleshooting pour pouvoir réussir à rattraper le deal. Il va falloir repérer les incohérences dans le discours. Et ça, c'est le plus dur parce que ça touche un peu à nos qualités humaines où on doit être capable généralement, quand le prospect nous ne répond plus, ben, la première réaction humaine, ça va être de venir défendre se défendre et du coup défendre son produit. Alors que la réaction qui fonctionne dans ces cas-là, c'est surtout pas ça. C'est surtout pas venir parler de soi, mais c'est venir lui dire, écoute, je comprends pas. Tout simplement, je ne comprends pas. Euh, on a parlé, ça fait quelques semaines qu'on discute de tel projet, et là, tu viens m'apporter tel argument, j'arrive pas à comprendre le lien. En fait, le mettre dans une situation où c'est pas moi, je m'accuse pas moi,
je comprends, il y a juste une incohérence dans ton discours, je veux juste être éclairé. Et en fait, ça, c'est le plus dur parce que faut vraiment pas se sentir agressé, il faut être capable de prendre beaucoup plus de recul par rapport à son deal, même si on a des objectifs, même si on comptait sur ce deal pour faire notre mois, par exemple, Ouais. notre target à la fin du mois. Donc, faut prendre beaucoup de recul sur la situation et être capable de venir et de dire au prospect, je comprends pas. Donc ça, c'est le plus dur et c'est ce sur quoi je travaille beaucoup avec mes équipes en ce moment. Et alors, justement, on va un peu plus rentrer dans le détail. Du coup, donc c'est ton plus gros challenge. Et en plus de dire, bah, je comprends pas, qu'est-ce que vous faites en plus de ça pour essayer de trouver en fait, bah, qu'est-ce qui va pas avec le prospect, ou justement, est-ce qu'ils ont changé de priorité, ou justement, le projet est en stand-by. Comment tu fais pour faire ça? Alors en fait, pour moi, le projet est en stand-by, le projet est reporté, c'est trop cher. Tout ça sont des réponses au troubleshooting. C'est des réponses que le prospect te donne quand en fait, il est en train de switcher dans sa tête et du coup, tu dois venir et troubleshooter cette objection qui est la plus grosse et qui, si tu arrives à lever ça, tu feras ton deal. Et en fait, cette étape-là, elle peut arriver au tout début du cycle de vente, à la toute fin, mais elle suppose juste que toi, tu as t'as assez de recul sur la situation et tu as assez de compréhension d'éléments sur ton prospect pour être capable de lui dire, il y a une incohérence dans ton discours, je suis totalement confus, je comprends juste pas ce que tu es en train de me dire, ça n'a aucun sens. Et en fait, le jour où tu lui demandes ça, bah, le prospect va venir te justifier, va venir se justifier, et va te donner va venir te donner la vraie réponse, qui est pas une histoire de prix, qui n'est pas une histoire de priorité qui est déplacée, mais qui est la peur sous-jacente ou la problématique sous-jacente. Je peux te donner un petit exemple. Alors, je donnerai pas de nom, mais c'était assez intéressant. Il y a quelques, il y a quelques jours, j'ai un de mes SDR qui vient me voir en me montrant une réponse d'un email de démarchage, d'un de ses emails de démarchage, et le prospect lui répond, euh, on est tout à fait satisfait, tout est parfait, euh, merci pour votre proposition. Coup, je lui demande, enfin, c'est pas possible d'avoir une réponse comme ça, donc je lui dis, faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui se cache dessous. Et donc, en lui posant quelques petites questions qui ont été, alors, je crois que dans la réponse, il y avait aussi, on paye pas cher. Il y avait un de ces éléments, et donc euh, il a commencé à creuser. Petit à petit, il s'est rendu compte en posant les bonnes questions, à chaque fois une seule question. Il a commencé donc à comprendre que le prospect, en fait, développait sa propre solution en interne, que le prospect avait engagé une personne, un ingénieur en interne à temps plein qui développait cette solution et la maintenait. Du coup, sa question, ça a été, ben, quand vous avez dit que la solution était moins chère, est-ce que ça prend en compte le salaire de cet ingénieur? Et finalement, petit à petit, donc c'est une succession de 10-15 emails et on arrive à, ben, en fait, je reçois personnellement, le prospect lui dit, je reçois personnellement des subventions pour embaucher cette personne-là. Et donc, en fait, on est tout à fait satisfait, c'est pas cher et la solution est parfaite pour nous. Ah, en fait, j'ai un intérêt personnel derrière. Et c'est ça que le sales doit arriver à faire, à vraiment aller chercher les incohérences et en posant les bonnes questions. Et justement, et tu trouves la raison réelle en fait de ces objections au final. Exactement, et à partir du moment où on a Ouais, trouvé la raison réelle, ben on peut la traiter. ouais. On peut la traiter. Alors là, dans ce cas, effectivement, c'est peut-être problématique parce que faut voir de quel ordre sont les subventions. Mais on va avoir d'autres cas où on va vraiment trouver, ça va être bah, effectivement, nous, dans une expérience passée, on a été traumatisé de l'implémentation, de la mise en place d'une solution et du coup, on ne veut pas que ça se reproduise. Et à ce moment-là, bah, tu peux venir défendre en disant, maintenant, on a une équipe d'onboarding qui vient vous accompagner, qui vient former, et qui, on ne sait pas vous acheter notre solution et on vous laisse tout seul. Vraiment, on vous accompagne dans toute la mise en place et le déploiement.
Ok, bah justement, je voulais revenir un peu sur les. On sait qu'on en a déjà parlé au début, justement, des objections. Mais là, comme on en reparle, justement, je trouvais ça intéressant. Du coup, comment vous faites, en fait, enfin, comment tu fais avec tes équipes pour le traitement des objections? Est-ce que vous avez, comment dire, des entraînements chaque semaine pour voir, en fait, toutes les objections que vous avez chaque semaine ou vous, justement, développez des réponses à ces objections? Ou comment ça se passe? Alors, il y a effectivement, donc, on a certaines réponses classiques à des problématiques classiques qui sont tombées ou sur lesquelles on a entraîné, donc que ce soit les SDR ou les accounts exécutifs, au fur et à mesure, on les a entraînés avec des scripts qui sont préécrits. Mais la réalité des choses, c'est que moi, ce que je les entraîne plutôt à réfléchir par eux-mêmes et à réfléchir donc à quelle est la bonne question qu'il faut poser pour clarifier l'objection. Euh, il faut toujours poser une question simple, courte, qui demande pas trop d'efforts au prospect euh, et qui va permettre de nous permettre de rebondir et de l'amener où on veut. Je m'explique, j'essaie de donner un peu plus de détails. Euh, Typiquement, vous n'allez pas poser une question, bah, combien de temps encore vous êtes engagé? Vous pouvez pas poser une question comme ça parce que si ça se trouve, la personne, elle ne la sait pas. Et si elle ne la sait pas, il va falloir qu'elle aille chercher l'information et elle ne le fera jamais parce qu'elle vous doit rien, elle vous connaît pas forcément. Par contre, c'est une question qu'on va poser, mais qu'on va poser beaucoup plus tard, quand le prospect est déjà engagé. Au début, vraiment dans la prospection pure et dure et dans le travail du SDR, ça va plutôt être des questions. Euh, Vous avez mentionné telle information dans votre réponse. Moi, je veux juste être curieux. Et je commence souvent ma réponse de mail comme ça. J'acquiesce, donc super, vous êtes satisfait. Par curiosité, quel est le nom du fournisseur que vous utilisez actuellement? Je suis juste curieux et je demande juste une information. Par rapport à ça, après, je vais rebondir. Et petit à petit, mais vraiment, je pose une petite question très simple où il est susceptible d'avoir la réponse tout de suite et il peut me répondre en ouvrant mon mail, taper trois mots et mettre envoyé. Et c'est juste ça qu'il faut réussir à déclencher en tant que SDR pour pouvoir bien traiter les objections et y aller doucement, petit à petit. Et ensuite, quand le prospect est bien engagé, là, on vient creuser avec des questions un peu plus avancées. Et, on, Et et excuse-moi, quand on est plus avancé dans le cycle de vente, on va creuser des questions un peu plus avancées et on va toujours traiter les questions par rapport à ce qu'il nous a dit précédemment. Et donc, dès qu'il y a une incohérence, on vient creuser un peu plus un niveau en dessous pour pouvoir bien comprendre quelle est la vraie raison sous-jacente euh, et à est-ce que son la objection. réponse qu'il nous donne, elle est vraiment valide. Justement, j'allais te poser comme question parce que là, tu me disais, du coup, tu lui réponds par mail. Il te donne une objection, il te dit oui qu'il est satisfait avec la solution qu'il a actuellement. Euh, Toi, quand par exemple le prospect ne te répond pas, qu'est-ce que vous faites? Tu passes, enfin, vous le laissez ou vous essayez de le recontacter plusieurs jours après? Alors, à partir du moment, c'est-à-dire quand tu lui mets une petite, il a déjà répondu à ton premier email, des emails de prospection, et Oui, là tu lui envoies une petite question et il te répond pas. exact. Alors on essaye de l'appeler 2 jours après parce qu'on veut essayer de comprendre. Je comprends pas, tu m'as répondu, je Oui. t'ai posé une question et j'ai pas compris, donc je comprends pas encore une fois. Et on l'appelle juste pour ça, pour avoir, par exemple, le prospect qui te répond, je ne suis pas intéressé. Ben, merci pour votre réponse, votre retour. Par curiosité, pourquoi vous n'êtes pas intéressé pour que je puisse c'est juste pour moi là pour que je puisse faire un retour à mon équipe produit par exemple. Je pose la question et du coup euh, je lui si on n'a pas de réponse, on le rappelle 2 jours après pour lui dire, bah, effectivement, vous m'avez dit que vous n'étiez pas intéressé par notre solution. Moi, j'aimerais juste essayer de comprendre pourquoi. Et donc, on va essayer de l'appeler, effectivement. Et là, justement, il va rentrer dans le détail de pourquoi. Parce que généralement, pareil, moi, de toute façon, enfin, je pense qu'on a les mêmes réponses. Mais après, ils disent, ouais, ben, on a déjà une solution ou on est en train d'implémenter une solution. Donc,
Qu'est-ce qu'ils Alors, vont dire? c'est différent. Soit on est en train Ouais. d'implémenter une autre solution. Alors là, on est peut-être arrivé trop tard. On essaie de récupérer quand même deux, trois informations. Soit on est déjà une solution. Bah, très bien, on va en discuter. Ouais. Du coup, là, en fait, avant de préparer l'entretien, en fait, justement, j'ai vu une de tes vidéos où tu étais à Vivatech, donc il y a Ouais. 3 ans, et tu parlais justement de que vous étiez en train de commencer à attaquer les grands comptes. Mhm. Et je voulais savoir à partir de quel moment vous vous êtes dit que vous allez commencer à attaquer les grands comptes chez Aircall et pourquoi. Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu deux périodes. Il y a la première où on a dit on va attaquer tout. Et il y a la deuxième où on a dit on va attaquer, on va closer des grands comptes. Donc ça, c'était un peu différent. En fait, à l'époque, euh, à Aircall, on a une grande culture sales, on avait des grandes ambitions. Donc, on démarchait, euh, on démarchait vraiment partout. Il n'y avait pas vraiment de règles, on faisait même pas de distinction petit, grand compte. C'était, il y a une opportunité, on y va et on essaie de la saisir. Ça, c'était vraiment je dirais, les deux premières années, en tout cas où j'ai été, donc aux deux premières années de commercialisation. Et après, on a vraiment commencé à structurer. Et donc, notre approche s'est structurée aussi. Et, euh, et je dirais maintenant, ça fait bien un an où on chasse proprement et on close proprement des grands comptes. Donc là, Mais ça prend du temps. Ça prend du temps et surtout, en fait, il faut commencer assez tôt parce que c'est des touches. Il y a des comptes qu'on close aujourd'hui que moi j'ai chassé il y a 4 ans, qu'ensuite un de mes premiers SDR a chassé, qu'ensuite un autre SDR a chassé qui a donné une opportunité et qui a été closé donc 3 4 ans après. C'est en fait un long cheminement. Le but, c'est d'arriver aussi assez, sur les grands comptes, c'est d'arriver assez tôt pour pouvoir identifier potentiellement un projet et pour pouvoir se faire référencer, pour pouvoir avoir la possibilité de répondre à ce projet, ce besoin dans le futur. donc, du coup, ça fait 1 an là que tu as commencé à structurer ton équipe, c'est ça? Donc du coup, que tu as des IR dédiés aux grands comptes, enfin des IR et des vendeurs, j'imagine. Ouais, ouais, exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu as vu au changement en fait quand vous avez commencé à structurer? Parce que là, tu disais que là, cette année, vous avez closé des comptes que toi, tu prospectais il y a 4 ans. Ouais. Et tu trouves que tu as eu vous avez vu justement un changement au niveau de vos résultats depuis que vous avez commencé la structuration de vos équipes par rapport à ça? Alors, on a effectivement, on a effectivement un changement de résultat pour un peu tout ce que je t'ai dit un peu plus tôt. Ça veut dire les trois gros challenges que j'ai rencontrés dans la prospection de vente complexe et de grands comptes. Euh, ça, la possibilité d'être capable de bien clarifier les objections et ne pas avoir peur de dire non, engager le prospect à chaque étape et le fameux troubleshooting. Euh, le fait d'avoir structuré l'équipe commerciale sur du petit et moyen compte et plus grand compte, ça me permet d'avoir donc aussi des accounts exécutives qui vont bien maîtriser toutes les étapes quand ils gèrent des grands comptes. Parce que effectivement, si une opportunité elle arrive jusque dans notre pipe, on n'a pas envie de se rater parce on compte beaucoup sur cette opportunité pour pouvoir faire nos résultats. Donc, je vais mettre les accounts exécutifs qui sont qui ont le plus d'expérience, qui savent bien traiter les objections, qui n'ont pas peur de dire non même à un compte qui est capable de faire toute sa target du mois, toute sa target du mois et qui est assez mature pour pas se laisser emporter par ses émotions et être capable de toujours garder son calme et son sang-froid pour être capable de dire au prospect, là je comprends pas, il y a une incohérence dans ton discours. Et justement, je voulais revenir sur. Il y avait un point qu'on avait parlé en fait avant de faire l'enregistrement du podcast. Tu me disais dans la vente complexe, en fait, il y a un point qui est important, c'est qu'il y a plusieurs interlocuteurs dans les comptes de tes prospects. Pour toi, c'est quoi la meilleure façon en fait de prospecter justement un grand compte? Est-ce que c'est d'en bas jusqu'en haut dans la boîte ou d'en haut jusqu'en bas ou directement au décideur?
Euh, alors, c'est assez difficile parce qu'en fait, dans tous les cas que tu arrives par en haut ou par en bas, va falloir que tu engages l'autre personne pour pouvoir faire avancer le projet. Donc, je pense pas qu'il y ait de réponse claire. Et honnêtement, je serais ravi d'échanger avec d'autres personnes sur ce sujet pour savoir si, s'il y a quelqu'un qui a une réponse tranchée. Mais pour moi, c'est vraiment, faut faire un peu les deux. Ça va dépendre du premier point de contact, du point de contact principal que tu as observé dans ton entreprise, dans ton cycle de vente qui fonctionne. Ça va dépendre aussi du point de contact, peut-être que tu as rencontré un décideur à un événement, ou alors tu as décidé, t'as repéré un champion à un des événements, et donc tu vas partir de ce point de contact. Mais l'idée dans la prospection de grands comptes, c'est à partir du premier point de contact, être capable de remonter par en haut, par en bas, même horizontalement, parce qu'on va avoir plusieurs personnes qui peuvent intervenir sur un même sujet qui ne sont pas forcément liées hiérarchiquement. Euh, et c'est vraiment d'être capable de faire ce mapping. Donc plutôt que euh, de décider d'attaquer par en haut ou par en bas, je dirais que le mieux, c'est vraiment avoir la capacité de faire un mapping clair de l'arbre de décision au sein de l'entreprise. Et je dis souvent à mes commerciaux, euh, quand vous apportez un lead grand compte, je veux que vous puissiez, quand vous envoyez le prospect, vous connaissez tout sur le prospect et son entreprise. Vous savez même, vous avez jamais été dans l'entreprise, mais vous savez exactement à quelle place il s'assoit, est-ce qu'il voit la fenêtre ou la porte d'entrée depuis sa place. C'est ça que vous devez réussir à tout comprendre, et c'est ça qui est effectivement un peu difficile, mais c'est un jeu où il faut remonter tout l'arbre décision. Après, peut-être pour répondre un peu plus précisément à ta question, effectivement, plus on est haut, plus ça sera facile parce qu'au pire, on sera redirigé en bas. Donc, il y aura enfin, une demande du management supérieur de creuser sur un outil. Et donc, on aura la légitimité et on aura vraiment l'engagement déjà du collaborateur pour nous aider à avancer sur le projet. Ouais, clairement, ouais, c'est justement ce que je trouve ce qui marchait le mieux en fait quand tu commences par en haut. Mais je sais que justement je te pose la question parce que maintenant je commence aussi à prospecter par en bas pour avoir des informations que justement les personnes qui sont au-dessus du décideur n'ont pas l'information. Parce que justement je pense que les personnes qui sont dans l'opérationnel ont des informations que d'autres n'ont pas. C'est sûr. Et du coup qui te sert en fait quand tu arrives au décideur, tu lui dis bah je sais que ton équipe ils perdent du temps sur ça et lui il était peut-être pas au courant en fait justement. Alors, tu viens de dire quelque chose qui est hyper important. Donc ça, enfin, c'est très bien. Effectivement, les équipes opérationnelles, elles ont les problèmes que pas forcément les décisionnaires voient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a souvent la réponse. Enfin, au niveau des decision makers, on va avoir la discussion juste de prix parce qu'ils voient pas parfois la problématique. Par contre, quand tu les approches, faut jamais arriver en disant je sais que. Ok. Tu as cette information, tu la gardes pour toi et tu vas lui poser des questions pour lui faire admettre ça. Autrement, tu n'avanceras pas dans le projet. C'est hyper important de chaque fois que vous avez récupéré des informations, de la même façon que dans une vente complexe, tu peux parler, croiser une personne qui te parle d'un deal, tu sais que dans telle boîte que tu es en train de chasser, ils ont effectivement un problème ou il y a effectivement un projet et il t'a pas encore répondu. Mais de la même façon, il va falloir l'attaquer euh, euh, de façon douce pour pouvoir l'amener à dire qu'il a effectivement une problématique. Euh, Ça, c'est hyper important. Autrement, ça fait un peu bizarre. Je te donne, euh, je te donne un exemple, mais quelqu'un qui vient te voir et il te dit bah, Elric, je sais que tu as fait tel type d'études, que tu t'es copain avec telle personne, que tu habites à tel endroit. Tu te méfies tout de suite, en fait. Ouais. Ouais, ouais, faut bien sûr. Je pense que je comprends ce que tu entends dire. Ouais, au début, j'avais un peu de mal, mais je vois en fait le truc, c'est que tu peux pas arriver et te dire ouais, t'as ce problème-là, et nous on est là pour t'aider parce que c'est un peu.
faut Il que va, ouais, faut que ça soit vraiment une discussion naturelle ouais, et tu vas lui poser un certain nombre de questions qui vont le faire amener, qui vont l'amener à dire le problème. Et là, à la fin, tu dis, bah, tiens, c'est marrant, nous, on a effectivement la réponse à cette solution. Et donc là, ça crée une relation qui est naturelle. Autrement, ça crée, si tu viens avec, je sais que, où il y a telle problématique, ça fait un peu bizarre. ouais. Donc du coup, l'idée, c'est de, bah, t'arrives, tu sais de toute façon qu'ils ont un problème, et du coup, bah, tu sais que tu peux l'aider, et tu sais que de toute façon, dans la conversation, vous allez parler du sujet. Ok, ouais, Exactement. après, je voulais te demander, chez Aircall, justement, quel est... Non, c'est pas quel est votre meilleur canal de communication pour prospecter, mais en gros, à quelle fréquence vous testez des nouveaux canaux de prospection? Que ce soit la vidéo, par exemple. Je sais que la vidéo, c'est en plein boom aux États-Unis. Je sais pas si vous êtes en train de le tester et si ça fonctionne pour vous. Alors, quand tu dis la vidéo, c'est l'envoi de vidéos Uhum. Les prospects. euh, pour les prospects. Alors, aujourd'hui, on le fait pas. On le fait pas parce que tu peux être rapidement aussi détecté comme spam quand on t'envoie des emails, beaucoup d'emails avec des fichiers lourds. Donc ça, faut faire attention. Il faut bien se synchroniser avec les équipes marketing qui ont pas plus de connaissances sur ce sujet-là. Mais euh, on teste souvent des choses et généralement, enfin moi je demande souvent à mes équipes euh, de tester donc soit des nouvelles types d'approches, des nouvelles types de réponses ou effectivement des nouveaux canaux. Euh, Généralement, on va garder ce qu'on sait qui marche. Ça reste fixe, ça reste figé, c'est bien structuré. Et ensuite, temporairement, on va venir tester une ou deux choses. Si on voit que ça prend et qu'il y a des résultats, à ce moment-là, on va le répliquer et enfin, on va le structurer. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne chez Aircall. On va jamais tout de suite dire, bah, OK, les vidéos c'est à la mode, on va les inclure dans nos Ouais. cadences. C'est vraiment, on va les tester ponctuellement. Ensuite, on va le tester sur plusieurs personnes et enfin, on va le structurer, le mettre dans le process. Et du coup, tu as un exemple d'un des derniers outils que vous avez implémenté? Oui, par exemple, je suis en train de travailler sur la structuration de la gestion de l'inbound avec mes SDR la- aujourd'hui nos outbound SDR chassaient avec donc des cadences régulières, un certain nombre de points de contact étalés sur une certaine période de temps. Et en fait, je suis en train de faire exactement la même chose sur l'inbound. On crée par type de source des leads, on crée un certain type de cadence. Et parmi les cadences, en fait, parmi les étapes, on a ajouté donc aller voir leur profil LinkedIn et ensuite les ajouter sur LinkedIn et ensuite, par exemple, aller voir leur profil LinkedIn et pourquoi pas liker, commenter ou partager une de leurs publications. Donc ça, c'est des étapes qu'on faisait pas forcément et qui prennent de plus en plus. Alors, je sais que, par exemple, aux États-Unis, tu mentionnais les États-Unis, ils le font, c'est beaucoup plus commun de le faire sur Ouais. LinkedIn. Sur mes marchés, le Southern Europe, ça va dépendre des pays, mais LinkedIn n'est pas encore totalement, enfin les personnes ne sont pas encore totalement tous actifs sur LinkedIn. Beaucoup vont avoir un profil, mais tous ne vont pas pour autant partager ou partager des articles. Donc c'est à nous d'aller trouver la bonne approche et c'est une des dernières choses qu'on a mis en place, par exemple. Et justement, pour revenir sur les outils, quels sont les outils que vous utilisez chez Aircall pour la prospection? Pour la prospection, on va en avoir trois principaux. Donc, on a Salesforce, qui est notre CRM. Donc, ça, c'est vraiment la base de notre base de prospection et de prévision. Ensuite, on va avoir Aircall pour faire des appels, donc qui est connecté à Salesforce et qui nous permet de récupérer un certain nombre de métriques où on va suivre tout notre, euh, notre, notre canal d'acquisition et une suivi de prospection dans Salesforce. Mais donc, du coup, Aircall pour les appels. Et le troisième élément qu'on a mis en place, c'est Salesloft. C'est l'outil qui nous permet de faire justement des cadences, des cadences de prospection via email, appel. Euh,
et LinkedIn, par exemple. Et donc, tout est connecté ensemble et on récupère généralement toute l'information dans Salesforce. Ok. Bon, du coup, maintenant, on va passer sur les questions un peu plus générales sur la vente. Mhm. Quel est le livre qui a le plus influencé ta vie de commercial et pourquoi? OK. Alors, influencer ma vie de commercial, donc je pense que ce serait un des livres que j'ai lu au tout début de ma jeune carrière. Ça va être Predictable Revenue de Mark Benioff. Mark Benioff qui est le fondateur de Salesforce et un de ses livres donc où euh, il vient décrypter expliquer tout ce qu'ils ont construit, tout le modèle justement SDR à compte exécutif, qui a été moi j'ai beaucoup aimé parce que justement j'avais fait des études de finance d'entreprise et dans son livre il décompose complètement comment on part de l'évaluation d'une entreprise et jusqu'à pourquoi on donne tel quota à un account exécutif, du coup pourquoi on donne tel quota à tel SDR, et ensuite comment on vient structurer les différentes étapes. Donc ça j'avais beaucoup aimé et ça m'avait beaucoup parlé personnellement, et c'est de là que j'ai compris en fait le modèle et l'intérêt du SaaS et de tout ce qu'on a construit jusque-là. S'il y a un autre livre dont je peux parler qui m'a un peu plus influencé, un peu après par rapport à ce qu'on disait sur la vente complexe, c'est un livre qui s'appelle Gap Selling, écrit par Keenan, Keenan. Et là, du coup, c'était un peu plus théorie sur justement l'engagement des prospects, comment faire face aux objections. Mais c'est vraiment on rentre sur la théorie du sales en tant que tel plus que la partie process. Et c'était vraiment très intéressant. Et j'ai réutilisé beaucoup de, de ces théories dans mes formations des SDR et à compte exécutif. Ah, justement, c'est marrant parce que, pareil, moi j'ai commencé avec Predictable Revenue, le premier livre de vente que j'ai lu, et justement c'est pour ça que j'ai commencé dans la vente. Et Gap Selling, justement, je l'ai lu bah, 2 fois cette année, et franchement, il est vraiment super bon. Donc pour ceux qui nous écoutent, qui veulent justement bah, s'améliorer, bah, lisez-le, parce que franchement, vous allez apprendre pas mal de choses dans ce livre. Et de toute façon, je rajouterai les liens pour les livres dans la description pour que vous puissiez les trouver. Euh, Quel est l'achat de 100 euros ou moins qui t'a le plus impacté dans les 6 derniers mois dans ton équipe de vente? Ok. 100 € moins pour toute l'équipe. Ouais. Ok, intéressant. Alors du coup, moi, je pense que ouais, ça va être l'investissement dans deux choses. Et je pense que la totalité fait 100 €. La première, c'est des petites cloches qu'on peut trouver sur Amazon. Et chaque commercial ou SDR, donc à compte exécutif ou SDR, on a une devant son bureau. Et dès qu'il y a une belle démo qui est OK ou un beau compte qui est closé, elle sonne et donc du coup tout le floor applaudit et ça met une bonne ambiance. Et le deuxième, qui est encore un peu plus marrant, c'est un mégaphone. C'est un mégaphone pour se motiver. Alors il n'y a pas que moi qui l'utilise, mais on le prend un peu tous chacun son tour et ça nous motive. Allez, c'est parti, on se fait une petite session de call. Chez Aircall, on a aussi la particularité, c'est que tout le monde entier, sauf les US, qui est géré par notre bureau à New York, est géré depuis Paris. Et on a cette distinction Southern Europe et Northern Europe. Et du coup, on a un peu ce jeu de confrontation des commerciaux. Et donc, on est tous dans la même salle, mais séparés en deux. Et du coup, ça se motive et ça se challenge toute la journée. Donc ça met une bonne ambiance, en tout cas, dans la salle. Quel est le meilleur investissement ou l'investissement le plus intéressant que tu aies fait dans ta carrière? Euh, c'est pareil, très très bonne question. Donc alors là, on parle pareil sur mon équipe, un outil par exemple sur l'équipe ou plutôt Plus- personnellement. Ouais, plutôt personnellement.
Ok, plutôt personnellement, euh, ah, ça a été du coup, bah, enfin c'est pas du tout par rapport au sales, mais c'était d'avoir un clavier et un trackpad séparés parce que au début je gérais beaucoup de deals, j'étais très mal assis et ça me commençait à me faire mal au poignet. Donc du coup j'avais acheté ça, c'est un total de 100 euros, c'était parfait. Ok. Et quel conseil donnerais-tu à une personne en fait, qui est sur le point de commencer dans la vente? Qui est sur le point de commencer sur la vente. Alors la première c'est l'organisation. Euh, Je pense que tout le monde peut faire de la vente. La première chose, par contre, que vous devez apprendre, c'est être très organisé. Moi, c'est ce qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé. C'est ce que j'essaye de beaucoup de transmettre à mes équipes. Euh, Ça va être donc dans tous les prospects que vous allez contacter, faut tout renseigner dans votre CRM. C'est hyper important. C'est hyper important d'utiliser vos tâches pour vous mettre des rappels, parce que si vous ne mettez pas de tâches, bah, justement, tu le disais tout à l'heure, il y a un prospect qui te répond, tu lui envoies une question, s'il ne te répond pas, bah, ce lead, il est perdu. Alors que c'est justement ce type de prospect, si tu arrives à l'envoyer en démo ou tu arrives à le closer, c'est celui-là qui va faire la différence entre un bon sales et un sales normal. Parce que euh, euh, le cas idéal où tu envoies un mail de prospection, le gars te répond et tu arrives facilement à l'envoyer en démo ou à le closer, bah ça, tout le monde peut le faire en fait. On n'a pas besoin d'avoir un expert en sales. Par contre, celui qui te dit non par défaut et que tu vas aller convaincre en finalement acheter ton produit, c'est vraiment ça qui vient faire la différence et là où tu vas être un bon sales. Et pour ça, il faut de l'organisation. Il faut se rappeler faut se mettre des tâches de rappel. Il faut aussi bien vous organiser dans vos notes. Pour justement chaque fois que vous allez revenir quelques jours après, ne pas avoir à revoir tout l'historique, s'assurer qu'en un petit coup d'œil, vous allez comprendre de quoi vous avez parlé et quels sont les next steps. Donc voilà, vous pouvez tirer par exemple des bullet points, ça peut être des tirets, ça peut être des flèches. Chacun a sa structure, chacun a son cerveau, mais l'organisation est hyper importante et structurer votre organisation. Après, petit à petit, vous allez commencer à apprendre les skills de commerciaux et des commerciaux et ça va être vous allez pouvoir vous améliorer. Mais au moins, vous aurez une bonne base et vous êtes sûr que vous perdrez aucun deal. Ok. Et du coup, là, on arrive sur la dernière question de l'épisode. La question que je pose à chaque invité, justement, donc c'est pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi, justement, à mettre en place dès demain dans leur poste de vendeur? Ok, alors j'avais réfléchi un petit peu à cette question parce que j'ai écouté ce week-end quelques-uns donc des podcasts pour me préparer et j'ai vu qu'elle était un peu récurrente donc j'ai pu me préparer et je vais revenir sur le troisième challenge que j'ai mentionné au tout début, vraiment la partie troubleshooting. Je vous invite tous à essayer sur vos prochains prospects. Alors, si vous ne me faites pas confiance, commencez par des petits prospects et après vous montrez en gamme. Mais le moment où ce prospect disparaît pour une raison quelconque et vous n'avez pas cette raison, euh, appelez-le et dès que vous l'avez au téléphone, vous lui dites, vous gardez votre sang-froid et vous dites, je ne comprends pas ou je suis confus, vous m'aviez dit ça et là vous faites ça ou là vous me dites ça. Et là, je peux vous assurer que vous allez voir, ça peut faire des miracles. Donc, c'est vraiment ça mon défi. Et d'ailleurs, si vous le mettez en place, je serais ravi de recevoir des retours sur LinkedIn. Vous pouvez me trouver et je serais ravi d'avoir vos retours sur cette technique-là. Bah, super, Shalom. Du coup, bah, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Merci à toi, Elric, de m'avoir reçu et bon courage à tous. Bonne chasse. Ça marche. Du coup, Shalom, je te dis à bientôt et merci de nous avoir écoutés. Ciao! Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!